Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Faut-il abolir la hiérarchie? Voilà, ce vieux rêve anarchiste, nous allons l'explorer aujourd'hui avec Julien Dreher. Bonjour Julien. Bonjour Roland. Alors tu viens de sortir un ouvrage Tous managers dans dans la grande lignée de l'entreprise libérée d'Isaac Gates. On aura le plaisir de le commenter. Avant, je voudrais vous remercier tous. Vous êtes toujours aussi incroyables. Vous êtes près de 300 aujourd'hui. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Frédéric Petitbon. Frédéric Petitbon sur il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, qui nous a retracé l'histoire de la RSE depuis Michel Crozier, l'acteur et le système 1977, l'histoire, le paternalisme historique avec Howard Bowen dans les années 50. Si vous voulez retrouver à la fois l'histoire de la RSE et puis surtout euh, sa conclusion, l'effort doit porter moins sur les stratégies RSE que sur intégrer la RSE à la stratégie. Voilà, une vraie réflexion de fond, un bouquin passionnant. N'hésitez pas à le retrouver sur notre chaîne YouTube, sur votre plateforme de podcast préférée, ou à la FNAC. Voilà, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Qui sommes-nous? Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, nous sommes un éditeur de logiciels. Pour réussir ensemble, Incentive vise à faciliter le travail des managers dans leurs deux grandes fonctions, motiver les équipes et coacher les collaborateurs pour les faire grandir. On a le plaisir de travailler dans une vingtaine de pays avec des comptes aussi prestigieux que Société Générale, Groupama, Air Liquide, Orange ou Procter Gamble. N'hésitez pas euh, à contacter nos équipes si vous êtes intéressé par le sujet. La page de publicité étant terminée, Jules, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Julien, notre invité de cette semaine? Oui, Julien Dreher, vous êtes diplômé de l'Université de Versailles en 2003 d'un master en communication des organisations sciences sociales et politiques. Vous lancez la Net Squad en 2007, agence spécialisée dans la communication et les transformations numériques. Son mode de management parie sur une nouvelle forme d'organisation et après votre départ, elle sera élue agence digitale de l'année 2022. En 2016, vous devenez coach en entrepreneuriat et fondez Ground, un cabinet de transformation 360 degrés qui rassemble les meilleurs coachs produits, les Groundies, qui travaillent sur des projets sur mesure pour par exemple la Maïf, Betagouv ou encore le groupe Malakoff Humanis. Ground, c'est aussi deux communautés reconnues, Yolocratie qui promeut de nouvelles formes d'organisation et French Produit, l'association qui fédère la communauté produit en France. Vous intervenez souvent dans plusieurs grandes écoles de commerce comme Sciences Po Paris, Cage Business School ou encore Dauphine Paris. Nous sommes ravis de découvrir votre approche sur les nouvelles formes de management. N'hésitez pas à poser vos questions à Julien et il y répondra à la fin de l'entretien. Merci. Alors Eh bien, merci. bienvenue Julien. Super parcours entrepreneurial, hein, la Nesquad, elle a vraiment bousculé la façon d'aborder la communication. Aujourd'hui, je disais en introduction, quand notre product manager, donc qui dirige l'équipe produit chez Incentive, a appris qu'on te recevait au masterclass, elle a dit non, vous recevez le grand Julien Dreher, tu es un peu la sommité sur tous les enjeux d'organisation et notamment d'organisation des équipes produits pour toutes les startups de France et de Navarre. Donc on est très ravis et très honorés de t'avoir aujourd'hui pour parler de ton nouveau bouquin, Tous Managers. Je vais reprendre en introduction. Tu cites Henri Fayol, qui en 1916 publie Administration industrielle et générale. Administration industrielle et générale. Un petit Le nombre père de du personnes management tel qu'on le connaît aujourd'hui, voilà, un petit nombre de Henri personnes, les Fayol. cadres, est responsable de la décision et la majorité, donc tous les autres, et la majorité doit les appliquer. Voilà. Et finalement, ce que tu dis, c'est que on est encore aujourd'hui, en 2023, les héritiers de cette philosophie et que dans beaucoup d'organisations, ça a encore assez peu évolué. Oui, exactement. C'est un peu le constat et ce que j'ai voulu montrer dans l'essai, c'est-à-dire que bah, finalement, l'expérience qu'on a du management dans la plupart des entreprises, encore une fois, il y a plein d'exceptions, mais globalement, dans les grandes entreprises qu'on connaît, dans l'administration, dans le secteur public, on est encore sur ce paradigme tayloriste
qui date maintenant de plus d'un siècle, où on a vraiment cette espèce de triptyque Tayloris pour la dimension standardisation, et encore nos schémas mentaux sont faits sur le côté les gains de productivité par la standardisation ou la mutualisation. Pour ça, pour standardiser, il faut un modèle de management extrêmement productif et contrôlant, ça c'est Fayol. Voilà. Et comme on ne peut pas mettre des managers partout et qu'il faut édicter des règles, on va créer une bureaucratie, ça c'est Weber. Voilà, c'est un peu le trio qu'on connaît aujourd'hui et qui a finalement accompagné l'essor de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, et qui aujourd'hui on est encore majoritairement dans ce paradigme. Et le management, qui est quand même un management de contrôle, et c'est là, alors on parlait de la fin de la hiérarchie, on pourrait plutôt dire la fin de la pyramide, parce que finalement, et c'est ça je trouve qui est intéressant dans la réflexion, enfin, que moi je trouve intéressant, que j'ai voulu expliquer dans Tous Manager, c'est la dimension, en fait, il y a encore plein de hiérarchies, il y a évidemment plein de pouvoirs, et c'est important parce que tout ne se vaut pas, parce que c'est important d'avoir du pouvoir, c'est important de faire des choses, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais par contre, cette espèce de pyramide qui est un système génial pour contrôler un maximum de personnes, aujourd'hui, à mon sens, n'a plus vraiment lieu d'être, mais reste quand même majoritairement un petit peu culturellement le modèle dominant. Alors, si on reprend un peu d'historique, si on prend l'histoire des organisations, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, que tu aimes bien, que nos éditeurs connaissent, on le cite régulièrement. Ouais. Donc, je rappelle très rapidement, il y a l'organisation rouge qui fonctionne sur la peur, comme la mafia, les gangs des rues, les milices. Il y a ensuite l'organisation Ambre, très très structurée. Ensuite, l'organisation Orange, qui est déjà au profit du 19e siècle, donc la croissance, les profits, l'innovation. L'organisation verte autour du partage des cultures, un début d'autonomie. Et puis, ce que Frédéric Laloux appelle l'organisation Opale, autour de l'autogouvernance, la plénitude, un vrai stade évolutif. Finalement, on a vu ces dernières années assez peu de ces organisations opales, même si on en parle beaucoup. Finalement, il y a eu ces organisations hiérarchiques, et puis après les organisations hiérarchiques, et ça tu le décris très bien, on a commencé à vouloir créer parce que l'indice de complexité s'est considérablement augmenté. Tu cites le BCG, l'indice de complexité, il a fait x6 depuis 1955. Donc les business, les organisations sont 6 fois plus compliquées aujourd'hui qu'elles étaient il y a 60 ou 70 ans, 6 fois plus. Donc on a mis des organisations matricielles avec du transverse. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté comme amélioration, et qu'est-ce que ça a apporté comme blocage supplémentaire? Comme blocage supplémentaire, c'est ce que j'appelle, enfin, c'est pas que moi, la complication. C'est-à-dire que, en fait, le phénomène, il est assez simple, c'est de dire que la complexité de nos environnements et des environnements des entreprises explose. Ça veut dire que des cycles de produits qui avant prenaient 15 ans au début du siècle, au début du XXe siècle, commencent à se raccourcir. Énormément de concurrents, vraiment une explosion du marketing aussi, donc la multiplication des offres, etc. Donc, évidemment, qui commence dans les années 50, mais qui fait de manière exponentielle. Je crois dans le début des années 50, je crois il faut cette stat, elle est intéressante. Il faut, je crois, il y a 6 ou 7 mois d'attente pour avoir le téléphone dans les années 50. Voilà. Aujourd'hui, en 1 heure, on a son téléphone. Donc, voilà, on voit tout de suite le vertige et l'impact que ça a pour les entreprises. Et finalement, originellement, les entreprises ont construit un modèle qui était extrêmement command and control et extrêmement prédictif, un modèle de management, et donc n'arrive plus à suivre cette complexité parce que les cycles se raccourcissent, parce que l'information explose, parce que tout est transverse, parce que tout va dans tous les sens. Et donc, je pense que l'erreur historique, mais qui est une erreur de bon sens que je cite dans le livre, que je fais référence au culte du cargo, qui est une enquête de sciences sociales extrêmement passionnante sur ce sujet, c'est que, en fait, à partir du moment où on a un schéma mental, c'est comme on dit, voilà, quand on a un marteau dans la tête, on verra toujours les problèmes, tous les problèmes ressembleront à des clous. C'est un peu ça, c'est-à-dire que on a des outils, on a notre boîte à outils qui est le modèle de management pyramidal, on voit qu'on n'arrive pas à faire face à cette complexité, et donc on utilise cet outil-là. Et en fait, en faisant ça, on complique encore plus les choses, on rajoute encore plus de règles, on crée encore beaucoup plus de bureaucratie, ayant l'impression qu'on va faire face à ces problèmes émergents, et en fait, on rend les choses encore plus compliquées. Et le problème, c'est que souvent, ça pèse sur les collaborateurs
qui sont pris dans des faisceaux complètement contradictoires, d'ordre contradictoire, d'opacité, de décisions qui sont prises sans qu'ils soient au courant. Enfin voilà, vous allez aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise, la majorité des collaborateurs sont frustrés de cette situation. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est de changer de paradigme. Alors si on reprend l'organisation hiérarchique, donc l'organisation Ambre finalement de Frédéric Laloux, le cas des organisations militaires, ça fonctionne opérationnellement, c'est assez bien quand il y a une mission qui est très claire. C'est ce que tu nous dis, c'est quand c'est simple, ça fonctionne bien, mais maintenant le monde est plus complexe, et donc on a essayé de combattre cette complexité avec du transversal, avec du matriciel. Exactement, exactement, mais sans changer cette espèce ce paradigme de l'autonomie, en fait. Et c'est hyper intéressant la comparaison avec les modèles militaires, parce que en fait, les modèles militaires sont extrêmement prédictifs, mais beaucoup d'équipes et de brigades, ou d'ailleurs on appelle ça des squads, ce qui est dans le monde agile aussi le même terme, sont extrêmement autonomes. Parce qu'il y a un moment, en fait, il y a besoin de s'adapter au terrain et que le terrain, il n'est pas totalement prédictif, il y a de l'incertitude, il faut s'adapter. Et donc, ces petites équipes autonomes même chez les militaires sont extrêmement autonomes. Ce qui n'est pas du tout le cas du modèle fayolien ou weberien ou tayloriste, qui est un modèle où clairement, on a une séparation entre la décision et l'exécution. Donc, on va essayer d'enrichir le modèle en faisant du matriciel ou du multimatriciel, mais sans changer ce paradigme qui est le paradigme, le point bloquant, c'est de séparer la décision et l'exécution. Or, il faut essayer de rapprocher les deux. On a reçu au mois de décembre Vincent Berthelot, qui est un ancien militaire, qui était pilote de chasse, et qui parle de la coopération haute intensité en temps réel, quand on est face à une situation critique qui n'est jamais celle qu'on a identifiée. Et finalement, on se trouve aujourd'hui dans des environnements qui évoluent très très vite, auxquels il faut réagir, il faut apporter des réponses très rapides. Cette sclérose finalement de la matrice, chacun est enfermé dans un maillage de processus et d'autorité. Comment est-ce qu'on en sort de ce maillage qui s'est rendu indispensable aux organisations? Alors, on n'en sort pas facilement, d'abord parce que c'est un problème qui est systémique, c'est aussi bien les enjeux de management, de process, de métier, de responsabilité, enfin, tout ça c'est ancré dans notre système de pensée, dans notre système d'entreprise, y compris même dans notre système juridique. Et puis c'est aussi, on va dire, culturel, civilisationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça l'est peut-être moins sur les nouvelles générations, mais typiquement, le but d'une carrière, c'est de monter dans la hiérarchie, c'est de grimper la pyramide. Et aujourd'hui, si on supprime cette pyramide, c'est quoi le moteur de la carrière? Donc, il y a un enjeu aussi presque de valorisation, de civilisation, de culture de travail. Donc, évidemment, c'est très facile d'écrire un essai sur le sujet. Alors après, moi, je mets ça en œuvre opérationnellement. Ça prend du temps. Alors, avant de parler de tes expériences de mise en œuvre, tu décris dans ton livre les efforts qu'ont pris les entreprises, qu'ont mené les entreprises pour essayer de sortir de cette sclérose, pour réduire l'impact finalement de la hiérarchie. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les efforts qu'ont essayé de mener ces entreprises pour réduire cet impact de la hiérarchie, se sortir de cette nasse, mais finalement on verra que ça aboutit quand même à une impasse. Oui, en fait, c'est de considérer, essayer de s'affranchir une espèce on va dire, de transformation par le déni, qu'on peut garder la structure managériale, mais en changeant la structure opérationnelle. Et le mouvement, c'est tout ce qu'on appelle les transformations agiles, auxquelles moi j'ai participé et je participe, donc je suis solidaire de cette impasse aussi parfois, c'est de rendre les équipes autonomes. Voilà. Et de se dire, à un moment, en fait, on a un problème, on va mettre une équipe autonome dessus, on va mettre une équipe multimétier et qui permet quand même un avantage de désiloter, parce que c'est aussi un des problèmes de cette pyramide, c'est que ça crée des silos. Et donc, ça crée une incapacité structurelle à bien coopérer, parce que, en fait, l'autorité et la légitimité est uniquement verticale, et en fait, on a très peu de coopération, voire même on a de la concurrence entre les silos, puisque derrière, le principe même, c'est qu'une pyramide, il y a de moins en moins de place, il y a de moins en moins de postes, plus on monte.
Et donc, forcément, les silos sont en concurrence et donc sont organiquement, naturellement, mécaniquement en impossibilité de coopérer. Donc, c'est de se dire, on va aller sortir des équipes et on va rendre des équipes autonomes. Donc ça a évidemment un impact assez concret, assez court terme sur, on va dire, la santé mentale ou sur l'impact que vont avoir ces équipes. Mais en fait, structurellement, comme on garde cette pyramide et cette structure managériale, en fait, on a un plafond de verre à un moment dans cette transformation culturelle. C'est-à-dire qu'on garde quand même la valorisation managériale, hiérarchique et cette logique promotionnelle pyramidale. Tu mentionnes également la réduction du nombre de strates hiérarchiques qui finalement écrase le manager entre le marteau et l'enclume. Alors ça c'est intéressant parce que un des réflexes un peu intuitifs de bon sens, c'est de dire comme les décisions sont très longues parce qu'il y a beaucoup de strates et que ça crée beaucoup de déperdition d'informations et beaucoup de déperdition d'énergie, en fait, naturellement, on va réduire le nombre de strates. Donc, on aplatit la pyramide, ce qui est, encore une fois, du bon sens. Ça va avoir un problème, c'est que ça va créer une politique et des tensions encore plus fortes parce qu'en fait, on enlève le nombre d'intermédiaires et surtout, ça a un principe, c'est qu'on va augmenter le nombre de managers pour un même manager, parce qu'il y a un moment, s'il faut que toutes les personnes aient un manager, si on réduit le nombre de strates, mécaniquement, ça augmente la taille des équipes. Et ce qui pose un certain nombre de problèmes, c'est comme tout le modèle repose justement sur le manager et sur le fait qu'il fasse correctement son travail, et que c'est une mission qui est quasiment impossible parce que ça demande une attention de tous les instants et ça demande de traiter des tâches. Voilà, je plains beaucoup les managers hiérarchiques dans leur mission quotidienne. Finalement, ça rend leur tâche encore plus compliquée et les gens sont encore moins bien managés. Et donc, comme on garde ce modèle pyramidal, en fait, souvent, on a des conséquences pires de burn-out ou de détresse psychologique des managers et des managers qui gardent ce système pyramidal, mais sans avoir la proximité managériale. Alors, les entreprises ont essayé de créer ce concept de nouveau manager pour finalement renouveler cette mission, mais faute d'y apporter un changement structurel, le cadre du nouveau manager est intenable. C'est effectivement difficile, c'est un peu une mission difficile. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le manager agile ou le manager coach, c'est une mission qui est difficile parce que finalement, on garde les mêmes responsabilités tout en lui demandant de compenser tous les défauts du système en étant super empathique, super adaptatif, super psychologue, super attentionné. Voilà. Alors, quelques-uns y arrivent, c'est loin d'être la majorité. Et le problème, c'est que ça repose uniquement sur la capacité des managers à être des super-héros. Et là, je reprends une phrase de Peter Drucker, qui est un peu un des papes du management sur ces sujets, qui dit une bonne organisation, c'est une organisation qui n'a pas besoin de super-héros pour bien fonctionner. Parce qu'avec des super-héros, en fait, il y a pas, en fait, on met n'importe quelle organisation, tout marche. Et je pense que c'est un petit peu l'écueil de ça, c'est de considérer que c'est les managers, en faisant et en leur faisant beaucoup de formation, vont devenir un peu ces super-héros qui vont compenser toutes les erreurs ou tous les défauts du système. Alors, pour finalement desserrer les taux autour du manager, intervient un nouveau modèle qu'on a au début nommé la CRACI, entreprise libérée, Freedom Inc. d'Isaac Getz. Finalement, est-ce que tu peux nous définir les principes de l'entreprise libérée et en quoi ta perspective sur l'entreprise libérée a évolué par rapport aux premières tentatives qui ont été menées il y a 15 ans sur le sujet? Bon, alors, il faut quand même dire, des gens comme Lalou et Gates ont une démarche globale un peu de ce qu'est une entreprise libérée. Lalou va très loin. Moi, je me concentre uniquement sur le management, sur vraiment ce sujet. Je me mets dans leurs traces, sur les épaules de ces géants. Mais moi, je travaille uniquement sur le management. Et effectivement, en fait, j'essaie de me remettre, je me pose sur une feuille blanche en disant, c'est quoi le management? Finalement, le management, c'est ce qui est inhérent à tout travail en collectif.
partir du moment où on est freelance, voilà, si on veut pas avoir affaire au management, on reste freelance, mais à partir du moment où on doit travailler ensemble, il y a des enjeux de prise de décision, de recrutement, d'augmentation, il y a des sujets d'accompagnement, voilà, tout ce qui fait finalement ce travail collectif. Et jusqu'à présent, on était dans un paradigme de contrôle. Et donc là, si on est dans un paradigme de contrôle, le meilleur modèle, c'est la pyramide, parce que c'est ce qui permet le plus facilement de contrôler les gens. Si on n'est pas dans un... et moi, je ne m'inscris pas dans ce paradigme de contrôle parce que tout simplement, je pense que c'est plus l'époque qui le veut et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un enjeu pour deux raisons principales. En fait, c'est pas juste parce que c'est bien de ne pas être dans le contrôle. C'est parce que le contrôle était né de deux réalités historiques, de deux contextes économiques ou socio-économiques. D'abord, c'est qu'il fallait standardiser les produits, faire des produits à l'identique, ce qui n'est plus l'enjeu aujourd'hui. Et donc, le meilleur moyen, c'était de contrôler parce que c'est le meilleur moyen de faire de la qualité à l'échelle. Et le deuxième, c'est qu'on n'avait pas confiance dans les salariés qui eux-mêmes étaient tout à fait OK pour être totalement encadrés. On était sur une nouvelle population assez peu qualifiée, voilà, population ouvrière. En fait, ces deux éléments de contexte ont totalement disparu parce qu'on est dans un monde digital dans lequel on ne doit plus faire des produits identiques, mais on doit faire des expériences sur mesure, des expériences évolutives dans un monde qui avance en permanence et qui doivent s'améliorer. Donc, on n'est plus dans cette logique du one best way, du standard. Et par ailleurs, on est dans des populations qui sont beaucoup plus éduquées, qui ont augmenté leurs exigences dans la pyramide de Maslow et qui sont justement en recherche de créativité, d'autonomie, de prise d'initiative, etc. Et donc, ça veut dire que le management doit changer de paradigme et puis dans un paradigme de contrôle, mais dans un paradigme de service. Et de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place comme modèle de management qui permet de mettre les collectifs et les collaborateurs dans les meilleures dispositions et régler leurs problèmes. Les prises de décision, l'accompagnement, la montée en compétences, les augmentations, le règlement des conflits, etc. Et en fait, le principe de tous manager, c'est de se dire que on voit bien que tous ces services, tous ces besoins sont des problématiques assez différentes et que ça paraît assez évident que ça ne peut pas être la même personne qui va tout régler. Et c'est là où en fait on change de paradigme et qu'on se dit, c'est pas un manager qui va régler tous les problèmes, mais on va aller chercher la personne, même s'il n'a pas le statut de manager, qui est le mieux placé pour résoudre ce problème-là. Si je dois monter en compétence sur un nouvel outil, qui dans l'entreprise est le plus disposé à former les collaborateurs sur ce nouvel outil, y compris une personne de 25 ans qui maîtrise cet outil. Le règlement des conflits, tous les managers ne sont pas les mieux placés pour régler des conflits dans des équipes. Parce qu'ils n'ont pas forcément les skills pour ça, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de le faire. Ou troisièmement, parce qu'ils n'ont pas forcément la position dans l'organisation idéale pour pouvoir régler ce conflit. Ça peut être quelqu'un qui est totalement neutre, justement parce qu'il aura la meilleure position pour régler ce conflit. Si derrière, j'ai créé une équipe opérationnelle qui a besoin de leadership pour travailler sur un client, un secteur ou un produit, c'est peut-être le chef de produit qui sera le mieux placé pour prendre les décisions, même s'il n'est pas le manager hiérarchique de toute l'équipe. Oui. Et en fait, en réfléchissant comme ça, en fait, on réinvente le management en s'appuyant sur un maximum de collaborateurs et en faisant ça, en fait, on réimplique les gens. Et en fait, le gros sujet aujourd'hui, c'est de rendre l'ensemble des collaborateurs beaucoup plus acteurs de leur vie professionnelle et finalement en leur donnant des responsabilités, mais pas toutes les responsabilités, donc en leur donnant accès à cette responsabilisation sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils sont pertinents, on change totalement en fait la dynamique autour de la responsabilisation des collaborateurs. Alors finalement, est-ce que ce que tu nous dis, c'est une nécessité des organisations pour s'adapter à des environnements mouvants et de plus en plus agiles, ou est-ce que on est là juste à dire oui à des volontés de collaborateurs qui veulent plus d'autonomie, de liberté et de reconnaissance? Alors, c'est forcément les deux. À la base, et en fait, il y a deux marchés pour une entreprise. Il y a le marché du client et puis il y a le marché du collaborateur. C'est qu'à un moment, il faut pouvoir recruter, les meilleurs. Et j'ai envie de dire, on peut pas faire le choix de l'un ou de l'autre. Donc, effectivement, il y a un enjeu qui est lié à la pression des marchés, à la pression de la concurrence, à l'accélération des révolutions technologiques. Il y a un besoin de créativité, d'innovation, d'itération et d'amélioration des cycles du time to market. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'enjeu d'attirer les meilleurs talents. Et surtout, si on se met dans une perspective
démographique de plein emploi de fait, parce qu'on va être de moins en moins nombreux sur le marché du travail par rapport aux précédentes générations ou aux générations actuelles qui s'en vont en retraite. En fait, demain, l'enjeu, ça va être même pas de recruter des talents, ça va être de pouvoir recruter pour les entreprises. Et ces collaborateurs ne pourront pas supporter cette espèce de dissonance qu'il peut y avoir entre une vie personnelle dans laquelle, avec un iPhone, j'ai accès à l'information en permanence, tout de suite, qui répond à mes caprices en quelques secondes, avoir une modernité, de pouvoir choisir à peu près tout dans sa vie comme on veut, et d'arriver que dans l'entreprise, ce ne soit pas le cas et qu'on vive comme il y a 30 ou 40 ans. En fait, cette dissonance, elle est de moins en moins acceptée, comprise, encore moins par les nouvelles générations. Alors, tu cites Jürgen Appelo, qui est l'auteur de Manager 3.0. Ouais. Il ne faut pas manager des personnes, il faut manager des systèmes dans lesquels évoluent les personnes. Et alors, je me suis arrêté sur cette phrase parce que finalement, je me suis dit, est-ce que le contrôle, on en a besoin? Donc, dire qu'on va abandonner le contrôle, c'est pas vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer un contrôle par les hommes par un contrôle peut-être moins visible, mais encore plus présent par les systèmes? Alors, de fait, mais on n'abandonne pas le contrôle dans le modèle que je préconise. C'est-à-dire qu'il y a encore un contrôle humain, c'est juste que ce n'est pas un contrôle qui est centralisé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du contrôle. Je parlais du chef de produit qui prend la tête d'une équipe sans être le manager hiérarchique. Il a une vision, il a des objectifs et il contrôle et il anime par son leadership et il priorise et il travaille avec son équipe. C'est juste de dire que le contrôle n'est pas entre les mains d'une seule et même personne sur l'ensemble des sujets. Donc, il y a énormément de contrôle. Quand vous recrutez, il y a énormément de contrôle. Et effectivement, ce qui est important aussi, et ce que je cite Jürgen Appelo dans le chapitre où je parle de ce que j'appelle l'entreprise un peu as a platform, c'est-à-dire de dire aussi ce que j'ai un peu moins dit là, c'est que le monde a changé, les collaborateurs ont changé, et quand je parle de tous managers, je parle aussi du self-management. Et je considère aussi qu'il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui peuvent être réglées par les collaborateurs eux-mêmes, par énormément d'autonomie. Encore faut-il qu'il y ait les bons outils, les bonnes plateformes et les bons systèmes pour aider. Je donne l'exemple des congés, qui est une responsabilité dévolue au manager, parce que voilà, il y a un enjeu de contrôle. On pense que les salariés vont faire n'importe quoi quand ils vont poser leur congé, donc il faut que ce soit le manager qui choisit. Moi, dans toutes les entreprises, dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai vu en fait que les équipes étaient autonomes pour choisir les congés étaient mieux posés, ça faisait pas de goulet d'étranglement pour le manager, et en fait, les gens s'arrangeaient entre eux. Pourquoi? Parce que quand on responsabilise les gens deviennent responsables. Il y a un effet un peu et sauf que c'est facile de poser des congés, encore faut-il avoir des plateformes, des systèmes, que l'entreprise vous donne les bons outils pour poser vos congés. Voilà. C'est un peu ça que j'ai Et que voulu ça puisse illustrer à être travers validé cette par phrase. l'équipe collectivement, quoi. Exactement. Parce que c'est bien la transparence, mais si vous ne mettez pas les outils qui permettent la transparence, en fait, vous ne permettez pas, voilà, ça reste que des vœux pieux. Donc il faut quand même les outils de la transparence. Exactement. C'est ce que j'appelle l'entreprise plateforme, en fait. C'est que l'entreprise propose un certain nombre de services en ligne, évidemment, qui permettent aux gens d'être autonomes. Parce que ça suffit pas juste de prétendre l'autonomie. Donc il y a un autre concept, et peut-être qu'on finira là-dessus parce qu'on est déjà à la fin de notre entretien, c'est le fait d'éclater la fonction managériale et que finalement un collaborateur, il va plus attendre d'être coaché, accompagné par juste son manager hiérarchique, mais il veut pouvoir aller chercher de la compétence dans son écosystème et avoir finalement une organisation multi-coach où en fonction des compétences, des expertises des uns et des autres, c'est François ou Antoinette qui va m'aider à progresser sur tel ou tel sujet. Donc, on va décomposer la fonction managériale. Mmh.
Exactement. En fait, c'est vraiment cette logique-là de se dire, mais qui est aussi finalement un modèle de fonctionnement de notre époque. Quand on est sur Internet, on va pas demander à la même personne ou au même influenceur ou à la même autorité l'ensemble des questions qu'on se pose. On va aller chercher le sujet. On va suivre sur Twitter telle personne parce que on trouve qu'il fait des threads géniales sur ce sujet-là. Mais par contre, sur un autre sujet qui n'a rien à voir, on va plutôt aller suivre telle personne sur LinkedIn. Et ça, c'est l'économie des réseaux. Et j'ai envie de dire, il faut reproduire cette économie dans les entreprises et de se dire que, voilà, exactement ce que tu dis là, hein, c'est-à-dire que si j'ai envie de monter en compétence sur un outil, je vais peut-être aller voir telle personne parce que c'est la référence et c'est l'autorité sur l'outil. Par contre, sur ma posture, je vais peut-être aller voir une autre personne parce que peut-être que c'est la personne sur les outils, elle a une très mauvaise posture. Et par ailleurs, si j'ai besoin d'être accompagné et comprendre un petit peu la culture de l'entreprise parce que je suis nouveau, je vais peut-être aller voir une troisième personne qui est pour le coup beaucoup plus expérimenté, qui connaît bien les méandres et l'histoire de l'entreprise et qui va pouvoir me guider là-dessus. Finalement, comme on est sur Internet, et ce qui est intéressant, c'est que on parlait de valorisation et de grandeur en début, et c'est là en fait on voit comment on reproduit ce mécanisme un peu de valorisation. C'est que demain, c'est comme sur Internet, en fait, c'est le nombre de followers ou le nombre de personnes qui vous suivent ou qui vous like qui fait finalement la grandeur finalement ou l'autorité au sens anglo-saxon du terme, comme on a sur les graphes de réseau, et que si en fait demain je vais être valorisé si finalement j'ai beaucoup de collaborateurs qui me demandent de les accompagner sur un sujet ou un autre et qui vont finalement, et c'est la meilleure validation de mes compétences, parce que tout simplement c'est une compétence c'est une sollicitation qui a été faite dans le cadre d'une vraie liberté de choix, ce qui est pas toujours le cas pour le management. Je peux manager 50 personnes, mais ça se trouve, les 50 personnes m'auraient jamais choisi pour être leur manager. Alors que là, en libérant le management, les personnes qui sont choisies comme managers ont énormément d'autorité et de légitimité parce ils ont été vraiment choisis sciemment. On va liker et follower nos managers préférés dans nos organisations. Un immense merci, Julien, pour cet entretien absolument passionnant. Si vous voulez aller plus loin, quelques ouvrages. Alors, bien sûr, attends, je regarde. Bien sûr, Tous Managers. Tous Managers, ça se lit très bien. Ça se lit très bien. C'est bien documenté, c'est concret et des exemples pratiques disponibles aux éditions Erol à la Fnac. Freedom Inc., donc le best-seller d'Isaac Gates et de Brian McCartney, qui a officialisé ce concept d'entreprise libérée. The Future of Management de Gary Hamel en 2007, également un ouvrage de référence. Les employés d'abord, les clients ensuite. On est vraiment dans les best-sellers là de Vinay Nayar, qui a déjà quelques années, mais qui là aussi nous donne un nouveau regard sur les organisations avec une pyramide inversée. Et puis Reinventing Organization, qu'on a cité et recité de Frédéric Laloux, pour aller vers des organisations opales d'autogouvernance où chaque collaborateur vit en plénitude. Et Voilà. petite pub personnelle, je me permets, mais si vous allez sur tousmanager.fr, en fait, j'ai lancé des podcasts à la suite du livre. Et en fait, l'idée, c'est au-delà de cet essai, en fait, c'est des retours d'expérience et des gens qui mettent en place ce modèle de management. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'affranchit du modèle pyramidal, il y a quasiment autant de modèles de management qu'il y a de modèles économiques ou qu'il y a d'entreprises. Et c'est ça tout l'intérêt du sujet. Et donc, c'est des retours d'expérience des gens qui nous présentent à la fois leur modèle, mais aussi leur cheminement. Et parfois un cheminement qui n'est pas totalement pavé de réussite ou n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, quand on va sur cette plateforme de podcast, on tape Tous Manager, c'est ça? Alors, Le podcast soit vous s'appelle Tous cherchez Tous Manager? Manager sur votre plateforme de podcast préférée, sinon vous allez sur tousmanager.fr dans lequel je présente le livre, mais on peut aussi trouver mes podcasts. Super, très bien. Eh ben, on va tous s'abonner au podcast Tous Manager. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans l'interface de GoToWebinar. Pour ceux qui doivent nous quitter, qui ont un agenda très chargé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mathieu Cortési pour parler de ChatGPT+, qui vient de sortir en Europe. Faut-il déployer à toute l'entreprise? Une question qui est forcément brûlante d'actualité. Est-ce que, Jules, on a des questions de nos auditeurs pour Julien?
Oui, j'ai une question d'une auditrice, Rafika, qui demande comment garantir qu'on va aller vers le même objectif au sein d'une organisation en créant des équipes autonomes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'éparpillement des efforts de chacun? Alors, c'est une très bonne question. Je parlais du leadership. C'est pour ça il reste de la hiérarchie, il reste du leadership, il reste du pouvoir. Et j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on se sépare de cette structure managériale, il y a un vrai enjeu opérationnel d'avoir des leaders, de l'autorité, de la vision. Et en fait, ce que vont faire ces entreprises, c'est qu'elles vont créer des leaders, ça c'est le modèle holacratique, hein, sur des sujets qui vont poser la vision, qui vont être garants de l'objectif, qui vont être garants de la stratégie, euh, et qui sont leaders et qui sont responsables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont l'autorité et le management hiérarchique sur l'ensemble des gens qui vont contribuer. Et en fait, c'est vraiment ce shift mental à faire, c'est qu'on n'est pas obligé, et j'ai envie de dire même, c'est beaucoup plus sain demain d'être responsable d'une trajectoire, d'une vision ou d'un enjeu opérationnel d'une équipe sans avoir le lien de subordination sur l'ensemble des personnes qui vont contribuer à ce sujet. On t'entend Jules, pas. on t'entend pas. J'ai Juliette qui demande, je suis manager dans la communication dans un grand groupe français, comment planifier justement la mise en place sur le terrain du principe Tous Manager? Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a, à l'échelle de son équipe, ou à l'échelle de ton équipe, Juliette, en fait, on peut le faire, puisqu'il y a un côté un peu fractal, c'est que ça, on peut le faire déjà à l'échelle d'une équipe. Déjà, je pense qu'en tant que manager hiérarchique, il y a tout un tas de sujets que tu gères, que tu pourrais déléguer, que tu pourrais ouvrir un peu comme une bourse aux bonnes volontés dans l'équipe, en disant, ben voilà, ces sujets, des congés, qui c'est qui veut les gérer? Ou le sujet des bureaux qui veulent les gérer. Voilà, tout un tas de sujets. Et c'est déjà une forme de distribution du management, de ne pas tout centraliser. La règlement des conflits, voilà, ou alors découper dans le communication. Alors, je ne sais pas exactement quel est ton scope, mais entre, je ne sais pas, les RP, l'événementiel, etc., en fait, de pouvoir déléguer tout un tas de sujets et de fonctionner finalement comme une petite entreprise ou une petite tribu autonome dans laquelle, en fait, chacun est réimpliqué dans des responsabilités managériales. J'ai Frédéric qui demande comment gérer les salariés qui ne veulent ni responsabilité ni autonomie et qui ont du mal à s'engager dans la philosophie managériale qui est la vôtre. Ouais. Alors, en fait, là, il y a il y a deux réponses là-dessus. La première, c'est que, en général, les gens qui sont réticents, c'est pour ça que ça s'accompagne, ça se transforme et ça se transforme avec eux. La plupart des gens réticents, en fait, à la fin, deviennent les principaux moteurs de ces sujets-là. C'est toujours intéressant à voir. Mais en fait, il ne faut pas se braquer, il faut bien se dire que, il faut être, il faut être patient dans cette transformation, en se disant que, en fait, tout ça, c'est une transformation culturelle. Et quand on dit une transformation culturelle, c'est transformer et changer des êtres humains. Et c'est pas évident. Et surtout, quand on a 100 ans ou plus de 100 ans de sédimentation d'une culture. Voilà. Voilà. Donc, c'est y aller et d'expliquer et de co-construire. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tous managers, ça veut dire que certains ne peuvent ne pas prendre de responsabilité managériale. Ça veut dire que tous, potentiellement, on est manager. Mais si à un moment, vous vous dites, bah non, en ce moment, moi, je n'ai pas envie de prendre de responsabilité managériale, vous pouvez ne pas le faire. Il y a pas de... C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui fonctionne aussi en mode débrayage, quoi. Ou alors de se dire, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire que parfois, c'est juste un moment dans sa vie où, je sais pas, on vient d'avoir un enfant, on a des problèmes personnels et on n'est pas en capacité de prendre cette charge mentale ou cette responsabilité, bah, de se dire, bah là, en ce moment, moi, je me concentre sur mon métier. Moi, là, je ne prends pas de responsabilité managériale et puis on verra dans 6 mois, dans un an, peut-être que voilà, tout ça, c'est très flexible et très modulaire. J'ai Solène qui demande bonjour, merci pour des informations pertinentes. Est-ce que cela veut dire que ces personnes, vues comme les plus suivies, demandées sur des sujets, deviennent managers? Alors, je ne sais pas si c'est entendu au sens de manager hiérarchique, comme il y en a pu dans ce modèle demain. Ça veut dire que ces personnes sont vues comme des autorités, comme des leaders plébiscités par l'ensemble des collaborateurs. Donc, moi, je parlais plus de valorisation, mais évidemment, ce sont des managers. Mais je veux dire, tout le monde est manager, puisqu'on on est manager de soi-même. On peut manager ses pairs, ou on peut manager des sujets comme des sujets opérationnels. J'ai plus envie de dire, ces personnes-là deviennent de fait des leaders.
de l'entreprise. Et je pense que l'entreprise libérée a besoin de leaders. J'ai Carole qui demande j'applique déjà ces concepts à l'échelle de l'équipe et ça fonctionne bien, mais cela nécessite toujours un accompagnement et beaucoup d'écoute. Donc, et oui. Et d'amélioration continue. Parce que ce qui marche un jour, il suffit qu'il y ait une nouvelle personne, il suffit qu'il y ait un nouveau projet, il suffit que voilà, les gens évoluent. Il faut accepter qu'on vit dans un monde vivant et que ce qui marche à un moment ne marche peut-être plus le mois suivant. Et donc, pour l'animateur ou l'initiateur de cette démarche, c'est à la fois passionnant parce que c'est jamais fini, mais en même temps, c'est vrai, et il y a un petit côté, on peut jamais se reposer en disant c'est bon, j'ai trouvé l'organisation parfaite, tout marche. Mais ce qui est intéressant au bout d'un moment, c'est d'arriver à créer la culture d'amélioration continue qui fait que le changement ne repose plus uniquement sur notre leadership ou sur notre énergie, mais que c'est des gens qui vont s'auto-organiser, y compris pour s'améliorer en continu. Comment libérer nos entreprises? Comment dépasser les modèles hiérarchiques et les modèles d'organisation matricielle? Julien Dreher, tous managers, un immense merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Je retiendrai qu'une bonne orga, c'est une orga qui n'a pas besoin de super-héros pour fonctionner. Nous, on a besoin de super-héros comme toi pour nous aider à réfléchir. Un immense merci de ta présence avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Mathieu Cortési, ChatGPT+. Faut-il déployer à toute l'entreprise? Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt.